Un Boeing 747 en route pour l'Afrique du Sud se remplit de fumée. Un incendie s'est déclaré dans le compartiment soute, mais l'avion ne peut pas se poser car il survole l'océan Indien. La première chose que beaucoup de Sud-Africains ont dû se demander a été qu'y avait-il à bord? Les passagers suffoquent, victimes des vapeurs toxiques. Déclarez-vous une urgence? Affirmatif. Il n'y a qu'un moyen d'évacuer la fumée, mais pour cela, l'équipage doit tenter une manœuvre aussi rare que dangereuse. Ouvrez la porte. Ouvrir plusieurs portes en plein vol. Springbok 295, Plaisance. S'il perd la course contre la montre qui vient de s'engager, cet avion risque de s'abîmer en mer. Springbok 295, Plaisance. Le 27 novembre 1987, un Boeing 747 de la compagnie South African Airways, parti de Taïwan, rentre en Afrique du Sud. Tout va bien? Oui, commandant. Vous êtes prêt? Oui, merci. Après 9 heures de vol, l'avion est au-dessus de l'océan Indien. Et l'équipage principal reprend sa place pour laisser l'équipage de relève se reposer. Ces hommes préparent l'arrêt prévu sur l'île Maurice. Valérie Luttering vient de prendre ses premières vacances à l'étranger en rejoignant son mari Corey, qui voyage pour raisons professionnelles. Mon père était en voyage d'affaires et ma mère l'avait rejoint pour les vacances. Mon père était allé en Orient pour travailler sur les infrastructures de téléphonie mobile, un domaine qui était en plein boom en Afrique du Sud à l'époque. L'avion est un 747 modifié, une version mixte appelée Combi. Il s'agit d'un avion de passagers et d'un cargo en un seul appareil, conçu pour accueillir des quantités variables de voyageurs et de fret. Dans un combi, il y a une grande soute dans le ventre, comme sur n'importe quel 747. Mais il y en a une également au-delà de la dernière rangée de sièges de la classe économique. Quant au cockpit, il est à l'étage au-dessus de la cabine. On pouvait embarquer de 6 à 12 palettes sur le pont principal en modifiant les cloisons en fonction du nombre de passagers. C'était un outil très pratique et très utile. Le vol SAA 295 transporte 159 personnes et 6 palettes. Baptisé Helderberg par les Sud-Africains, ce combi est la clé de voûte de la flotte de South African Airways. Et il est particulièrement utile lors des vols long courriers. Pour South African Airways, à l'époque de l'apartheid, un avion comme le combi était très utile, car il fallait contourner l'Afrique en passant au-dessus de l'Atlantique. Pour protester contre le régime raciste de l'apartheid, l'écrasante majorité des États d'Afrique noire interdit en effet aux appareils de la compagnie nationale de traverser leur espace aérien, les obligeant à emprunter des routes aériennes plus longues. Des sanctions lourdes pesaient contre l'Afrique du Sud, à la fois politiques, économiques et culturelles. Le pays n'était bien vu nulle part dans le monde. À bord du vol 295, à moins d'1 heure de l'arrivée à l'île Maurice, l'alarme incendie retentit dans le poste de pilotage. Elle est reliée au compartiment soute du pont principal, situé juste derrière les passagers. Lorsqu'un des membres d'équipage y entre, le feu fait déjà rage. C'est grave. Il faut un autre extincteur? Oui, vite! Lisez la checklist incendie. En cas d'incendie, l'équipage passe en revue une checklist pour éteindre le feu. Le disjoncteur a sauté. Vérifiez le panneau des disjoncteurs. L'incendie détruit le câblage de l'appareil, provoquant une avalanche de court-circuit. Avancez le plus possible. Mais il y a un problème plus pressant.
Les passagers commencent à avoir du mal à respirer. Clapet des vannes d'isolation ouverts. Clapet van groupe, tous ouverts. Interrupteur des ventilateurs de recirculation, coupé. La checklist incendie indique aux pilotes qu'ils doivent se poser sur l'aéroport le plus proche. Mais il s'agit de celui de l'île Maurice, qui est encore à plus de 300 km. Le commandant Huys ne peut donc pas faire grand-chose, à part demander à un membre d'équipage d'essayer d'éteindre l'incendie. Un autre extincteur. Le commandant Huys entame une descente d'urgence. Il contacte ensuite l'aéroport de l'île Maurice, qui entretient de bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Il est à peine 4 heures du matin lorsque le contrôleur aérien reçoit la transmission radio. Maurice, Springbok 295. Springbok 295, Maurice, bonjour. Bonjour, nous avons un problème de fumée et nous entamons une descente d'urgence. Niveau de vol 1.5, non 1.40. Vous descendez au 140, confirmé? Oui, nous avons déjà commencé à descendre suite à ce problème de fumée. Déclarez-vous une urgence. Affirmatif. Le commandant Huys semble calme, mais il doit trouver un moyen d'évacuer la fumée. Quel que soit le produit qui brûle en soute, il dégage une fumée épaisse et nocive qui se répand en cabine. Et elle pourrait être mortelle pour les passagers. Position, s'il vous plaît. Répétez. Votre position. Un grand nombre d'instruments tombent en panne. Nous avons perdu une partie de l'alimentation et nous n'avons plus de données concernant l'avion. Le commandant ne sait pas vraiment où il est. L'aéroport se prépare pour un atterrissage d'urgence, pendant que l'équipage suit les instructions d'une autre checklist pour ventiler la fumée. Interrupteur ventilateur supplémentaire coupé. Interrupteur ventilateur de recirculation. Branché. Fumée? Attendez, je vais me renseigner. Les nouvelles de la cabine ne sont pas bonnes. La fumée est de plus en plus épaisse. Ça empire. C'est irrespirable ici. L'avion arrivant à une altitude de 4500 mètres, la checklist demande au commandant d'exécuter une manœuvre d'urgence que très peu de pilotes ont jamais eu à accomplir. Il faut ouvrir la porte. Je répète, ouvrez la porte. Ouvrir la porte en vol est le seul moyen de se débarrasser du nuage de fumée qui risque d'étouffer les passagers avant l'atterrissage. Mais cette manœuvre n'empêche pas d'autres membres d'équipage d'essayer d'éteindre l'incendie qui continue de ravager la soute du pont principal. Passons du niveau de vol 1.50 au 1.40. Du 150 au 140. Le commandant Huys se prépare à tenter cette manœuvre rarissime. À 4200 mètres d'altitude, les passagers peuvent respirer l'air extérieur. La différence de pression entre ce dernier et l'air en cabine suffira à évacuer la fumée rapidement et sans danger. Mais le commandant doit encore réduire sa vitesse air à 200 nœuds, soit 370 km/h. Car si l'avion vole au-delà de cette limite, l'équipage ne réussira pas à ouvrir les portes. Ici le commandant Huys. Nous allons ouvrir 2 portes pour évacuer la fumée de la cabine. Ne paniquez pas, vous pourrez bien mieux respirer après. On ouvre la porte et on fait un grand courant d'air. Springbok 295. Nous avons ouvert les portes pour voir si... Ça devrait aller. Regardez! Fermez cette foutue porte. Joe, fais vite et bouche le trou de ton côté. La fumée commence à s'insinuer dans le poste de pilotage où il n'y a aucune porte à ouvrir pour ventiler. Température 22 degrés, 2,2. QNH 1018 hectopascal, 1018.
le contrôleur aérien transmet au commandant les renseignements nécessaires pour l'atterrissage d'urgence. Reçu 1018. Exact. Les 2 pistes sont disponibles. 295, quelles sont les intentions du pilote? Nous aimerions prendre la 13. Piste 13, confirmé? Affirmatif. Autorisation accordée à votre initiative. Appelez une fois au niveau de vol 050. Compris. Le commandant Huys espère rallier l'île Maurice qui se trouve encore à 260 km. Et l'appareil continue de voler tant bien que mal. 295 Plaisance. Mais à 4h08, l'appel du contrôleur aérien reste sans réponse. Springbok 295 Plaisance. Springbok 295 Plaisance. En l'absence de tout contact avec le vol 295 pendant 36 minutes, le contrôle aérien de l'île Maurice lance la procédure d'urgence. L'alerte est transmise aux équipes de recherche et au secours. Plusieurs appareils décollent de l'île pour sonder les eaux noires en quête de l'avion disparu, mais ils ne trouvent rien. À l'aéroport de Johannesburg, la compagnie South African Airways signale le retard du vol 295. On devait partir pour nos vacances annuelles et on était surexcités. On devait récupérer mes parents à l'aéroport et partir pour 3 semaines. L'écart entre les émotions qu'on a ressenties a été inimaginable. On était impatients et surexcités de les voir arriver et on a été totalement effondrés par la nouvelle de la disparition de l'avion. Dans l'après-midi du lendemain, des avions de reconnaissance repèrent les premiers débris à la surface de l'océan. Reni Van Zyl du CAA, l'homologue sud-africain du bureau d'enquête et d'analyse, se voit confier l'affaire du Helderberg. Un enquêteur ne travaille sur un accident d'une telle ampleur qu'une fois tous les 20 ans au cours de sa carrière. Donc ça a fait l'effet d'une bombe. Pour nous, ça a été un vrai défi d'entamer une telle enquête ce matin-là. 8 corps sont repêchés et tous portent des blessures résultant de chocs très violents. Vers 14 h, on nous a informé que des débris et une nappe d'huile avaient été repérés. Dès lors, il était évident que l'avion s'était écrasé. Le plus étonnant, c'est qu'avant de prendre ce vol, mes parents avaient mis de l'ordre dans leur testament, dans leurs assurances, dans tous leurs documents et papiers personnels. C'était vraiment étonnant. Mon père avait désigné des membres très proches de la famille pour s'occuper de nous et nous devions vivre chez eux. Tout le pays s'interroge bientôt sur la cause du drame. Au cours des premiers jours, il n'y a pas grand-chose à analyser, hormis quelques petits morceaux d'avion qui flottent à la surface de l'eau. C'est dans l'un d'eux que l'équipe de Reni Van Zyl découvre 3 montres bracelets. Elles fournissent l'heure approximative de l'accident. Ces montres se trouvaient en fait dans des bagages. En les examinant, nous avons découvert que l'une d'elles s'était arrêtée et que les 2 autres marchaient encore. Ces 2-là étaient à l'heure taïwanaise, mais celle qui s'était arrêtée nous donnait vraisemblablement l'heure de l'impact de l'avion sur l'eau. L'avion s'est abîmé en mer seulement 3 minutes après le dernier échange radio. La disparition du Helderberg a donc été rapide. Pour la presse et l'opinion publique, cette découverte renforce l'idée selon laquelle des individus mal intentionnés se cachent derrière le drame. Dans les années qui ont précédé l'accident, des bureaux de la compagnie ont été vandalisés à plusieurs reprises dans le monde entier. À l'époque, South African Airways appartenait à l'État. Il en était le propriétaire.
C'était la compagnie nationale, mais on considérait vraiment qu'elle faisait partie du gouvernement sud-africain. Donc, une des théories avancées pour expliquer ce drame a été celle d'une bombe à bord de l'appareil. L'avion de la SAA aurait été la cible de terroristes qui voulaient nuire à l'Afrique du Sud. Les experts examinent les rares morceaux de débris à leur disposition en quête des traces d'une explosion. Des impacts, des traces de piquetage ou de projection. Ces dernières sont provoquées par les fragments chauffés à blanc d'un explosif qui frappe et font fondre les alliages légers de la structure de l'avion. Mais les enquêteurs ne trouvent aucun signe d'explosion. Et lors de l'étude des bandes du contrôle aérien, Rennie Van Zyl conclut que l'équipage faisait face normalement à l'urgence. Springbok 295, nous avons ouvert les portes pour voir si... ça devrait aller. Il y a eu des rumeurs parlant d'une bombe atomique, mais ça n'aurait pas mis le feu à l'avion, ça l'aurait fait exploser. Or, ça n'est pas ce qui était arrivé. Cet appareil a volé pendant 22 minutes dans des conditions sortant de l'ordinaire, et ça n'est pas une explosion qui a conduit à sa destruction. N'ayant toujours que des débris de petite taille à analyser, les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils ignorent tout de la cause de l'incendie et de son rôle dans la destruction de l'avion. Ce qu'il y avait de plus évident à faire, c'était de récupérer l'enregistreur phonique, l'enregistreur de paramètres et autant de débris que possible afin de déterminer ce qui s'était réellement passé. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas où chercher l'épave. Elle est peut-être assez loin des débris retrouvés en surface et personne ne sait exactement où l'avion s'est abîmé en mer. Rennie Van Zyl se tourne alors vers les États-Unis. Une entreprise de renflouage est contactée pour localiser l'épave et les boîtes noires. Mais le temps presse. Les enregistreurs sont équipés de balises acoustiques subaquatiques dont la batterie n'a qu'une autonomie limitée. Un des éléments importants, c'était que la balise des enregistreurs avait commencé à émettre, mais qu'elle ne le ferait que pendant 30 jours. Si on n'arrivait pas à repêcher les boîtes noires dans ce délai, il y avait de grandes chances pour qu'on ne puisse plus les détecter. Le temps de réunir tout le matériel nécessaire dans l'océan Indien, il ne reste plus que 7 jours avant que les batteries des balises ne rendent l'âme. Pendant ce temps, on effectue des analyses de sang sur les dépouilles retrouvées au milieu des débris. Les autopsies signalent la présence de suie dans les trachées et elles concluent qu'au moins 2 passagers sont morts suite à l'inhalation de fumée. Les enquêteurs en tirent une première conclusion dérangeante. Au moment où l'équipage effectuait les manœuvres d'urgence, certains passagers étaient déjà morts. Pendant que la recherche des boîtes noires se poursuit, les enquêteurs continuent d'examiner les débris repêchés en surface. Parmi les centaines d'objets retrouvés, une raquette de tennis en graphite partiellement fondue apporte un indice sur l'incendie. Le graphite ne brûle qu'à une température de plus de 600 degrés. Les enquêteurs peuvent donc en déduire que l'incendie à bord était extrêmement chaud. Cette découverte pourrait expliquer pourquoi un extincteur encore plein, situé normalement à l'avant de l'avion, est repêché à son tour. Les enquêteurs découvrent qu'un morceau de filet provenant de la partie cargo a fondu sur l'extincteur. Ils ont conclu qu'il se trouvait en cabine, à côté des passagers, et qu'un membre d'équipage l'a emporté jusque dans la partie réservée à la cargaison. Découvrir un extincteur plein dans un avion victime d'un incendie signifie que les membres d'équipage ne l'ont pas utilisé parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher à cause de la chaleur. Et la présence de métal fondu sur cet extincteur en est une preuve supplémentaire. Avant cet accident et en 20 ans d'existence du combi, personne n'était mort suite à un incendie ou une inhalation de fumée. La nouvelle d'un incendie de ce genre était vraiment une première pour un gros porteur. En fait, on était convaincus que ça ne pouvait pas arriver.
Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel incendie? S'agissait-il d'un problème de câblage ou faut-il incriminer le fret? Au départ, l'enquête s'est bien sûr concentrée sur la nature des produits transportés. À l'évidence, le feu s'était déclaré dans le compartiment soute du pont principal. Il était donc logique de s'intéresser à la cargaison mentionnée sur les lettres de transport. Les enquêteurs découvrent qu'il y avait 6 palettes à bord du vol 295. À l'aide des lettres de transport aérien, l'équipe de Rennie Van Zyl constate que 47 tonnes de bagages et de cargaison se trouvaient officiellement à bord. Les enquêteurs découvrent également qu'avant le décollage, un agent de la douane taïwanaise a effectué une inspection aléatoire d'une partie de la cargaison et qu'il n'a rien trouvé de suspect. Plus que jamais, les enquêteurs ont donc besoin de mettre la main sur l'épave et sur les boîtes noires. Mais 30 jours après l'accident, les nouvelles sont mauvaises. On n'a toujours détecté aucun signal des enregistreurs et on ne sait toujours pas où se trouve le gros des débris. À ce jour, les recherches ont coûté plus d'1 million d'euros et aucun indice probant n'a été retrouvé. L'accident s'annonce comme un défi pour le savoir-faire et la détermination des Sud-Africains. L'enquête est au point mort. Elle n'a permis de déterminer ni l'origine du sinistre, ni l'emplacement du 747. Poursuivre les recherches coûtera plusieurs millions, alors que les chances de les voir aboutir s'amenuisent de plus en plus. Ça n'était pas un simple avion, mais un Boeing 747, le plus gros appareil de l'époque. En plus, il appartenait à la compagnie nationale sud-africaine. Les centaines de milliers de gens qui utilisaient cet avion chaque jour tenaient donc à savoir s'il était sûr ou s'il souffrait d'un défaut structurel quelconque. Donc, pour nous, les enjeux étaient de taille. Et pour M. Van Zyl, le responsable de l'enquête sud-africaine, ils étaient énormes. Ça aurait été très facile pour le gouvernement sud-africain de dire l'océan est trop profond et l'endroit est trop éloigné de l'île Maurice, donc on ne peut pas enquêter. Dans les profondeurs de l'océan Indien, l'épave du vol 295 reste introuvable. Et un homme doit décider s'il faut oui ou non dépenser une fortune pour la retrouver. Deux mois après le drame, on n'a toujours aucune idée de son emplacement. Malgré tout, Rennie Van Zyl décide de récupérer tout ce qu'il pourra. Sans l'épave, on ne saura jamais la vérité. Ils ont dépensé pour cette enquête ce qu'on dépense en 6 mois pour toutes les nôtres aux États-Unis. Avant de pouvoir récupérer éventuellement l'appareil, les enquêteurs doivent le retrouver. L'épave est certainement très loin sous la surface. Mais 61 jours après l'accident, Rennie Van Zyl est informé d'une découverte capitale. Un sonar sophistiqué a repéré un objet de grande taille par 4400 mètres de profondeur sur un plateau sous-marin. Il pourrait s'agir de l'avion. On m'a montré une feuille de papier couverte de points noirs de tailles différentes et on m'a dit « Voilà ton épave ». La question que j'ai posée a été « Comment savoir si c'est le 747 ?» C'est peut-être un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale. On m'a répondu « Rennie, c'est le 747 parce qu'on te le dit ». Personne n'a jamais plongé aussi profondément pour renflouer quoi que ce soit, pas même le Titanic. Mais Rennie Van Zyl n'a pas le choix. Pour savoir si le sonar a bel et bien repéré l'épave, il doit donner son feu vert à la phase la plus coûteuse de l'enquête, l'opération Résolution. Un robot téléopéré, le Gemini, est envoyé pour filmer ce qui se trouve au fond. S'il s'agit de l'avion, le sous-marin cherchera des éléments clés, à commencer par les boîtes noires. Le problème, c'est que le mini-submersible doit être relié au navire de surface par un câble souple en fibre optique de plus de 6 km de long. Or, un tel câble n'existe pas.
On avait besoin d'un câble de 6 km, mais il n'en existait aucun de cette longueur. Donc il a fallu s'adresser à une entreprise pour qu'elle le conçoive et le fabrique. Mais avant, Rennie Van Zyl ouvre un nouveau volet de l'enquête au sujet des moyens dont disposait l'équipage pour combattre un incendie. Et il va découvrir que la conception même du combi a peut-être condamné le vol 295. Les enquêteurs font cette découverte en essayant de déterminer si le combi était conçu pour protéger les passagers en cas d'incendie. La fumée n'aurait pas dû entrer dans la cabine. Le responsable de la partie américaine de l'enquête, Barry Strauch, se rend au siège de Boeing à Seattle pour voir comment les essais anti-incendie du combi se sont déroulés en vue de l'obtention de la certification. Pour vérifier si l'équipement répondait à la réglementation fédérale, un technicien a mis le feu à une botte de feuilles de tabac. Lorsqu'il est revenu dans le compartiment soute pour éteindre l'incendie, à aucun moment la fumée n'a investi la cabine passager. Le sinistre est resté confiné et il a été rapidement circonscrit. C'était les conditions de test de Boeing pour obtenir la certification de l'appareil. Mais dans la réalité, comme nous l'avons vu avec cet accident, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on n'a jamais un joli petit feu de camp dont la fumée est évacuée vers le plafond par les ventilateurs. Il y a des palettes, le feu a le temps de se répandre largement. Il y a énormément de fumée et il y a du plastique qui alimente l'incendie, en plus des cartons et des produits sur palettes. Le combi est conçu pour empêcher la fumée d'entrer en cabine. L'air y est maintenu à une pression légèrement plus élevée que dans le compartiment soute. Ainsi, lorsque la porte qui communique entre les deux est ouverte, l'air doit entrer côté soute pour assurer la protection des passagers. Les enquêteurs procèdent alors à leurs propres essais. Ils mettent le feu à une palette de denrées entassées les unes sur les autres pour reproduire des conditions identiques à celles du vol 295. Le brasier est plus important et sa température est plus élevée. Et ces flammes nettement plus chaudes ont un effet spectaculaire sur l'air du compartiment soute. Lorsqu'on ouvre la porte, la fumée pénètre dans le compartiment passager. Boeing avait utilisé des bottes de feuilles de tabac. Mais l'incendie à bord du Helderberg a été très différent. Il a dégagé une fumée bien plus importante que lors des essais effectués par l'avionneur. La chaleur s'est accrue dans la soute. Elle y a fait monter la pression et elle a inversé le différentiel de pression qui existait entre le compartiment soute et la zone passager. Sans ce différentiel, rien ne retenait plus la fumée côté soute. La cabine s'est donc remplie d'une fumée qui contenait du monoxyde et du dioxyde de carbone. Et les enquêteurs découvrent quelque chose d'encore plus pernicieux. Quand le compartiment passager se remplit de fumée, la checklist ordonne à l'équipage d'allumer les ventilateurs de recirculation dans le but de dissiper la fumée en cabine une fois l'incendie en soute maîtrisé. Interrupteur ventilateur de recirculation branché. Dans ce cas précis, ce geste a peut-être été fatal aux passagers. Les ventilateurs aspirent l'air en haut des compartiments cabine et soute pour le ventiler ensuite en direction des passagers. Le taux de monoxyde de carbone était extrêmement élevé. En fait, il atteignait un niveau mortel. Un des corps qui se trouvait dans un fauteuil situé juste en dessous de la sortie du ventilateur de recirculation présentait une concentration de 66% de ce gaz. C'est la plus haute qu'on a trouvée. Et il est impossible d'y survivre. En respectant sa checklist, l'équipage a vraisemblablement diffusé du gaz toxique en cabine. Il est très probable que la plupart des passagers aient été asphyxiés avant l'impact. Aucune checklist pour un combi n'avait jamais envisagé l'apparition simultanée de ces deux problèmes. Un incendie côté soute et la filtration de fumée côté passager. La checklist d'évacuation de la fumée est fondée sur la supposition que l'incendie a été éteint. Dans ce cas-là, descendre à 14 000 pieds et ouvrir une porte en cabine est la chose à faire.
Ça permet de faire sortir la fumée et ça permet aux gens de respirer de l'air frais. Mais si l'incendie n'a pas été éteint, cette manœuvre alimente le brasier en air, ce qui l'avive. Nous pensons que c'est ce qui s'est passé. Le feu n'avait pas été éteint et les tentatives de l'équipage pour améliorer la situation l'ont en fait aggravée. Les enquêteurs commencent à se dire que combattre un incendie dans la partie soute est bien plus difficile qu'on ne l'avait prévu. Si une des palettes prenait feu, il y avait de grandes chances pour qu'au moment où l'équipage en serait averti, il ne soit déjà trop tard. La cabine se remplit de fumée. Mais René Van Zyl ignore toujours ce qui a provoqué le sinistre. Comment s'est-il déclaré et pourquoi a-t-il fait tomber l'avion? Les réponses à ces questions gisent toujours au fond de l'océan. Il faut plusieurs mois pour fabriquer un câble en fibre optique assez long pour permettre au Gemini d'atteindre l'endroit désigné par le sonar et pour modifier le submersible. Notre robot téléopéré ne descendait qu'à 1800 mètres. Il a fallu le modifier pour qu'il atteigne 6000 mètres. Roy Truman équipe le submersible de parois plus épaisses et de caméras plus résistantes pour qu'il puisse supporter la pression qui règne à une telle profondeur. Et le 23 septembre 1988, le sous-marin entame sa plongée record. On hésitait à dire que tout allait marcher, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire les essais à la mer de ce matériel tout nouveau. Le câble permet aux techniciens sur le bateau de guider le Gemini qui se trouve 4400 mètres en dessous et de transmettre les images qu'il filme jusqu'à la surface. C'est la première fois qu'on remonte des images vidéo d'une telle profondeur dans l'océan Indien. Et les biologistes marins sont fascinés par la découverte d'espèces nouvelles. Certaines des bestioles que nous avons découvertes au fond étaient vraiment sidérantes. Puis, un an jour pour jour après sa disparition, le 747 est découvert. De 4400 mètres de profondeur, le sous-marin envoie des images de ce qui ne peut qu'être l'épave du vol 295. Il y avait des tas de bagages disséminés sur le fond, des éléments immenses, comme les ailes et la queue, des tronçons gigantesques de la cabine éventrée. On voyait les nervures, le câblage, les canalisations hydrauliques. C'était incroyable de voir tout ce qui avait servi à fabriquer cet appareil répandu sur une zone d'une douzaine de kilomètres carrés. Incroyable. Le pari financier de René Van Zyl commence à payer. Avoir vu l'épave du 747 est un succès à mettre à son actif et à celui de son équipe. Mais à elle seule, cette réussite ne suffit pas. Un an après le drame, l'enquêteur en chef attend toujours un événement improbable, la découverte des enregistreurs. Un des principaux objectifs de l'opération Résolution était la récupération de l'enregistreur phonique. Nous voulions vraiment savoir si le PNC avait signalé une explosion au commandant et ce qui se passait à l'arrière. Il y a des centaines d'heures de films à analyser. C'est une tâche exténuante. Imaginez que vous êtes sur un terrain de football avec une lampe torche qui n'éclaire qu'un dixième de mètre carré et qu'en pleine nuit, vous cherchez la boucle d'oreille qu'un des joueurs a perdue pendant un match. Ça ressemble à ce qu'on a fait au fond de la mer. Puis, un matin à 9 h, un détail attire l'attention d'un technicien. Rembobine un peu. Il s'agit de la boîte noire tant recherchée. C'est ça. Elle est là. Mon Dieu, on l'a trouvée. On l'a trouvée. Ça a été un moment très gratifiant. Nous avions trouvé la boîte que nous cherchions et nous allions la récupérer. Il faut 5 heures au Gemini pour remonter l'enregistreur.
Cette découverte fait la une des médias sud-africains. Nous sommes alors en 1989 et le gouvernement tient toujours le pays dans une main de fer. Reni Van Zyl prend alors une décision inattendue. Il emporte la boîte noire encore scellée à Washington pour l'analyser. Si je m'y étais pris autrement, on m'aurait accusé d'avoir dissimulé ou oublié quelque chose. La FAA, le NTSB et nous-mêmes avons écouté la bande en même temps. La tension est palpable. L'enregistreur phonique devrait contenir les échanges des 30 dernières minutes de vol, c'est-à-dire ceux concernant la lutte contre l'incendie. Mais la déception est énorme. Après 1 an au fond de l'eau, la bande est presque inaudible. Ça a été le pire moment de ma vie. J'étais assis dans une salle du NTSB, je regardais la pendule et il n'y avait aucune mention du moindre problème sur la bande. Je regardais le compteur et à 25 minutes, je n'en pouvais vraiment plus. Pendant les 28 premières minutes, la bande ne révèle rien d'inhabituel. Puis, tout bascule. Ensuite, bien sûr, on entend l'alarme retentir. S'ensuit 1 minute d'enregistrement exploitable avant l'arrêt de la bande. Normalement, la boîte noire enregistre les derniers instants d'un vol, mais pas cette fois. À la place, les enquêteurs entendent le début du problème avant que la bande ne s'arrête mystérieusement. Ça n'est pas ce que Reni Van Zyl espérait, mais ça lui apporte tout de même quelques éclaircissements très importants sur l'incendie. Lisez la checklist incendie. 14 secondes après le déclenchement de l'alerte incendie, les disjoncteurs sautent. Le disjoncteur a sauté. Vérifiez le panneau des disjoncteurs. Les experts estiment que près de 80 circuits sont inutilisables. Les fils reliés à l'enregistreur phonique sont détruits 81 secondes seulement après le déclenchement de l'alarme incendie. Reni Van Zyl n'a pas obtenu la preuve qu'il espérait, mais il sait désormais que l'incendie a été plus violent qu'on ne l'avait cru jusque-là. L'enregistrement laisse beaucoup de questions sans réponse, mais il aide l'enquêteur en chef à se faire sa propre opinion quant à la raison de l'accident. Il se passait beaucoup de choses dans le poste de pilotage, et nous pensons que jusqu'à 80 disjoncteurs ont sauté. Il est possible que ça ait rendu l'avion très difficile à contrôler, au point qu'il ait fini par descendre petit à petit jusqu'à l'océan. S'agissait-il d'un vol contrôlé? J'en doute. Si j'avais été dans le poste de pilotage, j'aurais été terrifié. L'avion est en feu, qu'est-ce qu'on fait? Le commandant a-t-il suivi la checklist correctement? Nous ne le saurons jamais. Les enquêteurs ignorent toujours ce qui a déclenché l'incendie. Pour élucider ce mystère, il faut récupérer des débris de l'avion. Nous avons compris qu'il fallait continuer à remonter autant de débris que possible du fond de l'océan. L'enquêteur s'intéresse plus particulièrement à certains éléments du compartiment soute. Ils sont stockés dans un hangar et remontés comme un puzzle géant. Il compte reconstruire le compartiment soute, là où le sinistre s'est sans doute déclaré. Première découverte, le sol n'a pas brûlé. Nous savons que les flammes ne sont pas descendues à moins d'1 mètre du sol. En revanche, les parois et le plafond de l'avant du compartiment soute ont été calcinés. Puis, Reni Van Zyl fait une découverte étonnante. Le feu a pris dans la palette installée devant et à droite. On avait donc affaire à un incendie très localisé, dans une palette. Cette palette était sans doute remplie d'ordinateurs protégés par des morceaux de polystyrène.
Les enquêteurs pensent qu'un incendie dans la palette s'est propagé à ce matériau, produisant des gaz qui se sont accumulés près du plafond. Lorsque ces gaz ont été assez chauds, ils se sont enflammés d'un seul coup et ils ont embrasé l'ensemble du compartiment soute. Lorsque la fumée a pénétré les emballages en polyéthylène, l'incendie devait être intense. Mais si l'emballage a participé à l'extension du sinistre, il n'en a pas été à l'origine. Après des investissements énormes et plus d'1 an et demi de travail, il faut mettre un terme à l'enquête. Je me serais senti beaucoup mieux si nous avions pu fournir plus de renseignements précis à l'attention du comité. Mais ça n'était pas possible. Et nous ne pouvions pas les inventer. Mais l'intérêt suscité par l'accident ne faiblit pas. Des rumeurs avancent une autre origine pour expliquer l'incendie. Elle a pour toile de fond le gouvernement très répressif de l'apartheid. À cette époque, la première chose que beaucoup de Sud-Africains ont dû se demander a été « Qu'y avait-il à bord ? Y avait-il quelque chose en soute susceptible de provoquer cet incendie terrible ? Car les avions ne prennent pas feu comme ça en plein vol avant de s'écraser. » Puis, un chimiste travaillant pour le gouvernement fait une découverte qui donne naissance à une nouvelle théorie prêtant à controverse. Une particule de fer microscopique, retrouvée sur le filet en nylon à côté de la palette, présente un profil unique en son genre. Les motifs laissés par l'écoulement d'air sur cet élément laissent supposer qu'il s'est déplacé à une très grande vitesse pendant qu'il était en fusion. Et cette découverte pourrait indiquer que l'incendie n'a pas été provoqué par l'emballage. C'était un feu différent. Il avait son propre oxygène. Imaginez un feu d'artifice qui dispose de son carburant et de son oxygène propre. Selon nous, c'est un matériau de ce genre qui a été à l'origine du sinistre. Un expert britannique en explosion et en incendie, qui examine la peau de l'appareil au-dessus de la palette incriminée, découvre un autre indice qui vient étayer cette nouvelle théorie. La peau sur l'extérieur de l'avion a atteint une température de 300 degrés. Il faut savoir qu'il est très difficile de brûler la peau d'un avion en vol, car elle est extrêmement froide compte tenu de l'écoulement d'air extérieur. David Clatsow est un des nombreux experts à contester l'origine de l'incendie. Il aurait fallu des substances qui ne se trouvent généralement pas à bord d'un avion, et surtout pas à bord d'un avion de ligne. En d'autres termes, il ne s'agit pas de l'incendie d'un emballage normal en bois, en carton ou en plastique. On ne transporte pas de matériaux disposant de leur propre source d'oxygène et faisant office d'activant, pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'ils sont généralement instables et parce que les méthodes habituelles pour éteindre les incendies qu'ils provoquent sont inefficaces. À quoi est dû un tel incendie? Les seuls biens dangereux consignés dans le manifeste sont les batteries des ordinateurs, mais certains pensent que l'avion transportait une cargaison clandestine. À l'époque, l'Afrique du Sud faisait l'objet d'un embargo international sur les armes, et elle était en guerre contre l'Angola. L'Afrique du Sud n'était pas autosuffisante, et à certains moments, elle devait se fournir à l'étranger. La SAA pouvait alors faire office de transporteur aérien par procuration. À travers ses vols commerciaux, elle devait pouvoir faire entrer des produits pour le compte du gouvernement sud-africain sous sa protection, clandestinement et sans que personne ne pose de questions. Il n'était pas facile de faire voler une compagnie aérienne quasiment militarisée à l'étranger pour apporter des produits militaires de contrebande. Souvenez-vous qu'à l'époque, le pays faisait l'objet d'un embargo sur les armes. Les médias attisent les soupçons. Le gouvernement aurait utilisé des avions de passagers pour importer des armes en secret. Armscor est l'entreprise chargée de fournir les munitions à l'armée sud-africaine. À l'époque, il fallait produire des roquettes plus performantes pour affronter la menace aérienne que représentait l'Angola. Le système utilisé dans ce but fonctionnait avec un carburant dont le composant principal était le perchlorate d'ammonium. Et selon moi, c'est ce qui se trouvait à bord du Helderberg.
C'est le genre de composé chimique avec lequel on n'a pas envie de voler, car il est instable et il a tendance à s'auto-enflammer suite à des vibrations ou à des mouvements violents. L'enquête officielle sur l'accident ne conclut pas que l'avion transportait clandestinement des armes, mais la rumeur a la vie dure. Plus de 10 ans après le drame, elle impose à un gouvernement sud-africain bien différent de rouvrir l'enquête. Une chose est sûre, le système anti-incendie de l'avion était déficient. South African Airways cesse donc d'utiliser le combi aux grandes dames des autorités américaines. La FAA a élaboré de nouvelles réglementations. Mais compte tenu du poids qu'elles allaient ajouter, elles n'étaient pas viables sur le plan économique. C'est pourquoi, après l'accident, on a cessé d'utiliser des combis. Malgré les hommages et les mémoriaux dédiés aux 159 victimes, les familles ont du mal à faire le deuil. Je veux savoir pourquoi je me suis retrouvée orpheline à 14 ans. Et même si je sais que ça n'est qu'une rumeur, il semble que beaucoup d'éléments indiquent qu'il y avait quelque chose d'anormal sur ce vol, que l'avion transportait quelque chose d'interdit. Près de 10 ans après le drame, le nouveau gouvernement sud-africain crée une commission pour examiner l'accident. La mission principale de cette commission était de faire toute la vérité sur les atrocités de l'apartheid. Un des points qu'elle était chargée d'examiner était le rôle de la SAA dans la violation des sanctions dans les années 80, pour savoir si oui ou non l'accident du Helderberg en était une conséquence. Mais en 1998, la commission Vérité et Réconciliation arrive à une conclusion qui prête à controverse, à savoir que rien de ce qui était recensé dans le manifeste ne pouvait provoquer un incendie. La commission a conclu qu'il y avait quelque chose de fâcheux dans ce qui s'était passé. La commission Vérité et Réconciliation a mis en lumière l'improbabilité de la version des faits présentée par le gouvernement. Si rien de ce qui figurait dans l'inventaire n'est à l'origine du sinistre, de quel produit s'agissait-il? Et comment s'est-il retrouvé à bord? Malheureusement, à moins que quelqu'un aujourd'hui ne dise « Oui, j'ai fait telle chose » ou « Oui, j'en suis responsable » et que ce quelqu'un puisse prouver qu'il n'est pas l'auteur d'un canular, on ne saura très certainement jamais ce qui a provoqué cet incendie. Dans son rapport final, la commission explique que les services du procureur général continuent d'enquêter sur l'accident. Mais curieusement, ça n'est pas le cas. Le gouvernement de l'ANC n'a pas creusé la question et on est bien obligé de se demander pourquoi. Je crois que la réponse rejoint ce que beaucoup de gens pensent, à savoir que ça coûterait trop cher. Le gouvernement ne s'y intéresse pas car ce serait un désastre financier pour la compagnie. Rennie Van Zyl a consacré plusieurs années de sa vie à essayer d'élucider ce mystère. Le fait qu'il n'ait pas réussi à déterminer l'origine du sinistre ne l'empêche pas de voir les côtés positifs de son travail. En tant qu'équipe, nous avons fait de notre mieux dans des conditions et des circonstances extrêmement difficiles. Nous avons réussi quelque chose qui n'avait jamais été accompli. C'était un travail novateur. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas avoir déterminé ce qui a déclenché l'incendie. Et nous ne le saurons sûrement jamais. Je pense qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui savent exactement ce qui est arrivé à cet avion. Je sais qu'à l'époque, notre pays était en guerre et que ces gens pensaient faire leur devoir. Mais ils devraient faire preuve d'humanité à l'égard des familles et leur dire ce qu'ils savent. Bring out that information.